Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Merci d'abord à toutes et tous d'être venus à l'invitation conjointe de la Fondation Jean Jaurès et de la Friedrich Ebert. Quelques petits mots, parce que vous n'êtes pas venus pour que, notamment, l'Observatoire fasse des thèses ce soir. Le sujet, nous avons considéré avec la Friedrich que le sujet était bien évidemment extrêmement important. Pour la petite histoire, nous avions, en mars 2022, produit un document ensemble, puisque Alain, qui est présent dans la salle, avait rédigé pour la France, plus d'autres pays, avec nos amis du DGB. Nous avions déjà commencé à traiter la question de l'extrême droite et du syndicalisme. Donc je pense que cette question est importante et les syndicats, leurs militants, sont quelquefois des proies faciles pour les idées d'extrême droite. Et donc je crois qu'il est important aussi que, vous savez, le fameux débat, ce n'est pas la peine de résister parce que c'est un parti comme les autres et on fait de la politique dans les syndicats. Je crois que c'est extrêmement important qu'on puisse tenir bon, bien évidemment en expliquant les choses dans la réalité, mais tenir bon à la fois sur les principes. Et à ce sujet, en contactant différentes organisations pour leur indiquer la manifestation de ce soir, certaines d'entre elles m'ont dit « Est-ce que vous seriez d'accord ?» Je pense à celles et ceux qui sont là. « Est-ce que vous seriez d'accord pour venir dans certains exécutifs syndicaux expliquer le rapport que vous faites ce soir et indiquer le résultat de vos travaux ?» Donc on est disponible. Si certaines organisations souhaitent qu'on intervienne dans des syndicats, dans des exécutifs, on le fera. Ça fait partie du débat général et d'un débat, je crois, pas seulement syndical, mais un débat démocratique tout court. Merci à vous toutes qui avez accepté de venir ici. Merci de cette initiative et du texte. Et je crois d'autres en parleront. La Confédération européenne des syndicats a tiré le signal d'alarme il y a à peine quelques semaines. Je crois qu'on n'est pas tout seul à s'inquiéter de cette question. Merci encore. Je passe la parole à mon ami Thomas. Et après, la parole aux gens qui ont fait ce rapport, qui je crois est illustratif et qui nous permet de poursuivre l'activité syndicale et de défendre nos principes tout simplement démocratiques. Bon, merci beaucoup, Jean. Bonsoir et bienvenue à tous et aussi merci pour l'intérêt à cet échange. Je pense que c'est vraiment un sujet très important, comme Jean a déjà mentionné. Tout d'abord, je voudrais remercier à nos amis de la Fondation Jean Jaurès, particulièrement à Jean Grosset, mais à toute l'équipe de la Fondation pour cette nouvelle opportunité d'une coopération sur un sujet très important, mais aussi pour l'hospitalité, pour nous accueillir ce soir ici de nouveau dans les installations de la Fondation Jean Jaurès. C'est vrai que c'est un sujet très important et inquiétant. C'est la montée en puissance de l'extrême droite, mais aussi le mouvement de banalisation de l'extrême droite. C'est ce que nous avons pu observer dans les derniers mois, dans plusieurs élections européennes, en Suède, en Italie, en Finlande, et probablement prochainement aussi en Espagne ou en Autriche. C'est vraiment très inquiétant que dans tous les pays, on peut observer une montée en puissance de l'extrême droite. Et les derniers sondages de l'opinion publique et des élections en Allemagne et en France ne sont pas du tout moins inquiétants. Alors, c'est vraiment un problème, un danger. Et ce n'est pas un danger qui est venu d'un jour à l'autre. C'est un problème qui se pose déjà depuis plusieurs années. Alors, c'est aussi inquiétant que jusqu'à ce moment, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les forces progressistes et démocratiques sur cette menace de l'extrême droite et comment on pourrait réagir vis-à-vis à cette menace. C'est pourquoi que nous avons, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, lancé une série de discussions, des échanges sur des questions relationnées à l'extrême droite. Jean a déjà mentionné, l'année passée, nous avons organisé d'abord des études sur la question comment l'extrême droite perçoit les droits des travailleurs et le dialogue social et comment on pourrait réactionner à cette question.
Et après, nous avons aussi organisé dans cette même salle, avec de nouveau en partenariat avec la Fondation Georges Jaurès, un débat sur l'extrême droite dans les parlements. C'est évidemment aussi un problème au niveau politique. Dans plusieurs parlements européens, il y a la présence de l'extrême droite. Et c'est important de savoir comment l'extrême droite opère dans les parlements et comment on peut faire face à cette menace dans les institutions démocratiques. C'est pourquoi que nous considérons que c'est important d'avoir des espaces de discussion pour compartir les expériences qui existent dans plusieurs pays européens. Et la Fondation Friedrich Ebert a initié il y a quelques semaines, quelques mois déjà, un projet pour analyser dans 14 pays de l'Union européenne la situation de l'extrême droite dans les syndicats. Et c'est pourquoi nous sommes très contents d'avoir ce soir deux personnalités qui ont participé dans ce projet. Sophie Bose, qui a écrit le rapport sur l'Allemagne, et Michel Noblecourt, qui a écrit le rapport sur la France. Mais ce sont 14 pays et nous avons une publication, malheureusement seulement en anglais, mais vous pourrez consulter le rapport complet des 14 pays. Et il y a quelques exemplaires là-nord de la salle. Bon, avec ça, je voudrais passer la parole. Ah non, je devais aussi mentionner notre collègue Nihat Öztürk, qui est un ancien syndicaliste allemand qui représente ici un projet syndical qui a l'intérêt de combattre l'extrême droite. Il va commenter les rapports des deux collègues. Et finalement, je voudrais remercier aussi à Isabelle Moreau pour nous conduire dans ce débat. Et de nouveau, merci beaucoup à tous pour l'intérêt et à la Fondation Georges Jaurès pour l'hospitalité. Merci. Et je passe la parole à Isabelle Moreau. Merci Thomas. Bonsoir à tous, willkommen. Donc ce soir, nous sommes réunis, comme l'ont dit juste avant moi Jean Grosset et Thomas Mans, pour présenter les études françaises et allemandes sur le domaine, sur l'extrême droite qui est en position de force aujourd'hui en Europe, et rappeler que c'est un véritable danger pour le monde du travail. Donc cette réunion franco-allemande, on peut l'appeler comme ça, a pour but de mieux faire connaître les différentes actions qui sont menées de part et d'autre du Rhin. Donc il y a des études de cas français et allemands, et celles-ci sont en droit fil des conclusions du 15e congrès de la CES qui s'est tenu à Berlin du 23 au 26 mai, un congrès qui s'est clairement positionné comme opposant à ce courant et à toute remise en cause des principes démocratiques. Pour ceux qui n'ont pas pu le suivre ou qui l'ont suivi un peu de loin, donc la lutte contre l'extrême droite et les politiques illibérales figure en effet dans le manifeste de Berlin et au-delà dans la charte des valeurs qui ont été adoptées durant ce congrès. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus lentement pour nos amies traductrices. Voilà, je me suis aperçue que j'allais un petit peu vite, donc je vais mettre un petit peu la pédale douce. Donc cela est clairement affirmé dans l'article 12, notamment de la charte des valeurs. Alors, ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre ce soir, donc je vais tout de suite passer la parole à Sophie Bose, donc, qui est sociologue à l'Institut Else Frenkel Brunswick pour la recherche sur la démocratie à l'Université de Leipzig. Donc, c'est à vous, Sophie. Ensuite, je passerai la parole à Michel Noblecourt, qui est journaliste au Monde, et Nihat Öztürk, qui est membre de la direction de l'association syndicale Gelbe Hand et ancien dirigeant d'IG Metall. Donc, Sophie, c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir attribué la parole et de m'avoir invité. Je suis ravie de pouvoir vous donner un aperçu de mon étude sur le populisme d'extrême droite et les syndicats en Allemagne. Et dans cette présentation, je me base sur des études scientifiques, sur des décisions syndicales, des papiers de positionnement, mais aussi des retours d'expérience qui ont été publiés, ou encore 4 interviews d'experts, notamment donc de la direction d'IG Metall. Je n'ai malheureusement que quelques minutes, un petit quart d'heure, et donc je vais essayer de vous présenter les grands points les plus importants. Alors, la situation dans les entreprises. On peut dire que le populisme d'extrême droite constitue un défi
à 2 titres pour le travail syndical et je m'appuie sur une expression, du sociologue Klaus Dörre qui, fait des recherches sur les travaux des syndicats et qui parle, de d'ennemis extérieurs, des syndicats et de populisme d'extrême droite en interne. Alors, les ennemis, externes, ce sont, les listes d'extrême droite qui sont présentées, aux élections professionnelles et les attaques vis-à-vis des syndicats. Mais il y a aussi le populisme d'extrême droite en interne, donc des membres syndiqués ou des militants syndicaux qui votent pour l'AfD ou qui ont une préférence en tout cas pour ce parti. Parmi les ennemis extérieurs, pour approfondir un peu, on peut compter l'association Centrum, le Centre, qui est un pseudo-syndicat qui existe depuis 2010, qui était d'abord actif dans le secteur automobile, mais aussi dans celui de la santé et du social depuis 2020. Tout d'abord dans les lenders du Bade-Württemberg et de Saxe, donc comme je le disais, dans l'automobile et dans la santé. Mais l'influence de ce pseudo-syndicat reste assez limitée, même s'il y a dans certaines entreprises, ponctuellement, des ancrages, assez forts. On a pu voir par exemple, que sur 18 000 mandats dans les comités d'entreprise, en 2022, le pseudo-syndicat Centrum n'a pu en acquérir que 25. Alors, c'est, un syndicat qui poursuit une stratégie anticorporatiste et populiste, donc très similaire au discours anti-élite de l'AfD, qui est contre les grands partis qui profiteraient du système. Et ce syndicat reproche donc aux autres syndicats d'être complices finalement de la direction, et du patronat. C'est un syndicat qui se positionne comme étant celui qui représente, les peurs et les craintes et les intérêts, des petits travailleurs, mais qui, au fond, néglige vraiment le travail au sein des structures, syndicales et qui ne se confronte pas, en fait, aux organisations patronales dans le travail, de tous les jours pour défendre les intérêts, des travailleurs. On peut voir, que ce syndicat, qui est nationaliste et identitaire, ne met pas cela en avant, notamment dans le Bade-Württemberg et en Saxe, parce que le personnel dans ces 2 lenders est très souvent, issu d'un contexte multinational et on voit donc, que la stratégie est plutôt de dissimuler donc, ces, théories-là. Mais il y a aussi le populisme d'extrême droite en interne, des travailleurs syndiqués qui votent pour l'AfD. Les ouvriers, par exemple, sont, très représentés dans le vote AfD. Bon, ce ne sont pas les seuls, mais on peut voir que, le taux est nettement supérieur à la moyenne dans, ce groupe, professionnel-là. Et dans certains lenders, l'AfD est, le parti le plus fort en Thuringe, en Saxe-Anhalt, par exemple. Donc, surtout dans l'est, mais aussi dans l'ouest, de l'Allemagne. Effectivement, le parti est plus fort dans l'est, mais il est aussi, très plébiscité dans les Länder, dans l'ouest de l'Allemagne. Et parmi, les membres de syndicats aussi, il y a donc, un vote AfD, qui est supérieur à la moyenne. Ce populisme d'extrême droite, en interne s'appuie aussi sur des attitudes, racistes, nationalistes, sexistes ou darwinistes d'un point de vue, social et on sait depuis longtemps, grâce aux études qui ont été menées, que l'appartenance à, une structure qui est traditionnellement antifasciste comme un, syndicat ne vaccine pas contre les idées d'extrême droite et que, les membres de syndicats ne sont pas,
plus vertueux que le reste de la société. C'est la fameuse théorie du miroir. En RFA, c'est une situation qui est relativement nouvelle puisque l'AfD est un parti populiste, voire un parti d'extrême droite qui est à la fois présent au Parlement mais qui mobilise au-delà du Parlement et qui tente de normaliser des positions anti-réfugiés, révisionnistes, etc. Dieter Sauer, notre chercheur, parle d'un changement du climat, du moral, de l'ambiance dans les entreprises, à savoir que les sympathisants de l'AfD, parmi les délégués du personnel également, ont maintenant une attitude beaucoup plus affirmée. Ils ont davantage confiance en eux et n'hésitent pas à communiquer sur leurs convictions. Alors, quelles sont les raisons pour la progression de ces idées parmi les syndiqués, les militants et aussi le groupe des ouvriers? Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais c'est de plus en plus les inégalités sociales en Allemagne, la perte de stabilité dans le monde du travail également, qui offre un terreau fertile. Il y a bien sûr une plus grande pression au travail, une plus grande charge de travail, une précarisation, une plus grande concurrence et une sorte de dévalorisation des anciens diplômes en raison des évolutions technologiques extrêmement rapides. Donc, les travailleurs ont souvent l'impression de perdre le contrôle, ils s'inquiètent pour leur avenir et souhaitent maintenir leur statut social. Il y a donc un certain sentiment d'aliénation politique qui s'installe, un sentiment aussi d'impuissance, euh, le sentiment de ne pas pouvoir influencer ce qui se passe au niveau politique et aussi une impression de déclassement, notamment dans l'est de l'Allemagne. Et donc, les partis d'extrême droite, comme nous le savons, s'appuient sur ces sentiments-là et tentent d'y répondre avec cette offre identitaire en mettant en avant l'image du travailleur, de l'ouvrier allemand qui travaille dur et qui est performant et en ethnisant la critique sociale. L'extrême droite profite aussi dans ce contexte d'une position affaiblie du côté des syndicats dans le système des relations industrielles et de l'érosion des négociations collectives. Les syndicats ne sont plus perçus ou moins perçus comme un contre-pouvoir et leur travail est de plus en plus difficile. Alors, comment les syndicats réagissent à ces deux ennemis, les ennemis en interne et les ennemis externes? Il n'y a bien sûr pas de solution miracle, mais il y a des retours d'expérience tout à fait intéressants. Et je vais prendre l'exemple d'IG Metall, le syndicat le plus fort en Allemagne. Alors, il y a tout un ensemble d'outils qu'IG Metall utilise. Et tout cela peut se résumer par le slogan en allemand Klare Kante und offene Tür, ce qui veut dire, traduit assez grossièrement, rester ferme mais maintenir le dialogue. C'est l'un des membres du directoire d'IG Metall, Hans-Jürgen Urban, qui avait formulé ce principe en 2018. Alors, rester ferme, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, un positionnement clair contre l'extrême droite, parce que l'IG Metall a dans son ADN un positionnement très clair qui est antiraciste et antifasciste. Cela remonte vraiment aux origines de sa création et tous les syndicats représentés au sein du DGB ont dans leur statut comme inscription de vouloir favoriser une société pluraliste et démocratique et la lutte contre les idées fascistes. Dans l'article 80, l'alinéa 1,
1.7 de la loi sur les relations collectives en entreprise. Il est d'ailleurs précisé que les comités d'entreprise ont pour mission de lutter contre le racisme en entreprise et de prendre des contre-mesures contre toute tentative de discrimination. IG Metall a par ailleurs décidé qu'aucune personne qui faisait partie de l'AFD ne pouvait prendre des responsabilités au sein du syndicat. Mais il est assez difficile d'exclure quelqu'un qui est membre de l'AFD parce qu'il n'y a pas de stabilité juridique, il n'y a pas de base juridique pour appliquer une telle décision. Et il y a aussi de la part d'IG Metall cette volonté de rester en dialogue avec les personnes qui seraient tentées par les idées de l'AFD pour essayer de les convaincre du contraire. Parmi les outils d'IG Metall, on trouve aussi des campagnes de sensibilisation pour expliquer quelles sont les stratégies et les idées qui se cachent derrière les actions de l'AFD, notamment dans les entreprises où le syndicat Centrum est présent. Et il y a aussi un suivi de la part des activités donc, de ce pseudo-syndicat Centrum dans les différentes structures syndicales, notamment par des associations indépendantes pour que ensuite on puisse agir rapidement. Et puis, il y a une stratégie de mise en capacité de faire appliquer ses droits ou de pouvoir réagir aux idées d'extrême droite en offrant des cours d'argumentation aux membres d'IG Metall pour qu'ils puissent faire face au discours d'extrême droite. De l'autre côté, comme je le disais, IG Metall cherche à maintenir le dialogue. Et je m'appuie à nouveau sur ce qu'a dit Urban. Il s'agit de maintenir une porte ouverte pour tous ceux qui sont menacés par une exclusion sociale et qui se sentent déclassés, qui ont l'impression qu'on a trahi leurs valeurs. Et donc, l'idée est de lutter pour des solutions solidaires contre les idées réactionnaires de l'extrême droite. Et bien sûr, cela implique aussi de s'appuyer sur les valeurs du syndicalisme. Il y a par exemple des séminaires qui ont été lancés sous le slogan Ce pourquoi nous voulons nous battre, parce que certains travailleurs, certains membres même ne savent pas forcément quelles sont toutes les valeurs que défend un syndicat tel que IG Metall, et il est donc important de clarifier le positionnement d'IG Metall vis-à-vis de certaines questions politiques. C'est un travail important du syndicalisme que de faire ce travail pédagogique de sensibilisation et aussi d'interprétation des évolutions sociétales et politiques pour lutter contre les théories du complot. Il est important d'expliquer les événements politiques parce que ce n'est pas forcément à la portée de tout un chacun de comprendre les liens entre les différentes tendances que l'on peut observer dans la société. Et c'est donc l'un des axes forts du travail de formation politique, d'éducation civique, pour ainsi dire, d'IG Metall. Mais il ne suffit pas d'être une sorte de contre-présence au sein des entreprises où le syndicat Centrum est présent. Il faut aussi miser sur un travail de communication vis-à-vis de la presse et du grand public. Il faut aussi mettre en capacité des référents de confiance qui sont présents sur le terrain auprès de la base pour montrer qu'il y a vraiment une unité au sein d'IG Metall qui peut dialoguer avec les directions et avec ces attaques aussi de la part de l'extrême droite.
Mais cette activité en entreprise ne se dirige pas seulement contre le syndicat Centrum, c'est aussi un travail positif pour les travailleurs parce que au cours de ces activités en entreprise et au cours des expériences d'organisation collective, on peut créer des identités collectives positives, donner une expérience de cohésion et de rencontre et aussi faire dialoguer les travailleurs qui ont des origines différentes. Et toutes les personnes qui sont peut-être plus vulnérables aux offres politiques d'extrême droite et qui ont ce sentiment d'impuissance par rapport aux transformations de la société, eh bien, peuvent concrètement se rendre compte que les syndicats agissent et qu'ils arrivent à obtenir des résultats. Ce qui est très important pour la crédibilité des syndicats lorsqu'ils obtiennent par exemple des succès en négociation collective. Et contrairement à nombre d'autres organisations politiques, les syndicats sont vraiment présents sur place, au plus près des travailleurs, des gens. Et donc, ils ont une très grande opportunité, en fait, de montrer qu'il y a des alternatives à l'extrême droite parce qu'ils ont ce contact direct que d'autres organisations politiques n'ont plus. Mais bien sûr, c'est très difficile de d'abord créer cette situation de confiance à travers l'ancrage en entreprise pour ensuite pouvoir discuter des autres sujets et de sensibiliser au fait que l'AFD, dans ses programmes, ne cherche pas vraiment à favoriser les intérêts des travailleurs. Et en dehors de ces activités en entreprise, IG Metall essaie aussi d'avoir une orientation beaucoup plus sociétale, par exemple au niveau politique, en agissant comme porte-voix au cœur de cette crise énergétique et inflationniste, en s'investissant pour mmh, des politiques plus sociales, notamment dans le domaine du logement. J'ai résumé les choses assez rapidement, mais comme vous avez pu le voir, il y a un mélange de stratégie en entreprise et aussi de campagnes de communication, de formation, de politique de négociation collective et de politique sociale. Et je pense que c'est vraiment cela qui nous permet d'agir contre l'extrême droite de manière efficace. Merci Sophie, merci pour cet exposé qui était très clair sur, d'une part, les raisons de la situation actuelle et aussi la manière dont IG Metall et peut-être d'autres syndicats comme Verdi prennent en main ces questions-là avec, effectivement, vous l'avez dit, des formations qui sont dispensées. Je vais me tourner maintenant vers Michel Noblecourt qui va nous parler un petit peu de la situation en France. Donc, Michel, c'est à toi. Merci Isabelle. Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, on m'entend bien. Voilà, c'est parfait. Alors moi, je vais vous parler effectivement de la question de la façon dont les syndicats français abordent la menace, le danger de l'extrême droite. En rappelant d'abord que l'hostilité sans concession à l'extrême droite est dans les gènes du syndicalisme français. Il faut prendre un texte comme celui du 15 novembre 1940, c'était après la dissolution des syndicats par le régime de Vichy. Il y a eu un texte commun qui a été établi par la CGT et par la CFTC, qui s'appelle le Manifeste des 12, et qui est un texte qui réaffirme, je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc-là, c'est pas grave, il ne veut pas rester, bon, tant pis. Qui réaffirme effectivement que le syndicalisme français ne peut admettre entre les personnes des distinctions fondées sur la race, la religion, la naissance, les opinions et l'argent. La CGT, dans ses statuts, CGT qui est née en 1895, dans ses statuts qui ont été révisés en 1995 et en 2016, eh bien, indique clairement qu'elle agit pour une société démocratique, libérée de l'exploitation capitaliste et les autres formes d'exploitation et de domination, contre les discriminations de toutes sortes, le racisme, la xénophobie et toutes les exclusions.
Et la CFDT n'est pas en reste. Dans le préambule de ses statuts, qui a été modifié en 2018, elle affirme dans l'article 1er qu'elle met en avant des valeurs comme l'émancipation individuelle et collective, la solidarité, l'égalité et la lutte contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de sexisme, de racisme et de xénophobie. Et je reprends brièvement un propos qu'avait tenu Alain Olive, ici présent, ancien secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes, de l'UNSA, lors d'un colloque en mars 2022, ici même, où il rappelait que, sous le vernis d'une forme de respectabilité, le Rassemblement national de Marine Le Pen continue à chevaucher certains des thèmes chers à son père, et notamment sa très grande hostilité à l'égard des syndicats et du syndicalisme. Donc cette haine antisyndicale remonte bien mon loin, notamment sous le régime de Vichy. Je ne veux pas participer à la polémique qui a suivi les propos de la Première ministre sur le Front national héritier de Vichy, mais il y a du vrai là dans son propos. Sur le régime de Vichy, il y a eu la Charte du travail, pas l'oublier, qui a été élaborée par un ancien responsable de la CGT, René Belin, et qui a été ministre du Travail de Pétain, qui avait comme ambition, je la cite, de rompre définitivement avec le vieux système de la lutte des classes. Les syndicats, disait ce texte, seront désormais obligatoires pour être forts, uniques pour être francs. Leur activité sera désormais strictement limitée au domaine de leur profession. Dans la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen a mis en veilleuse son hostilité aux syndicats. Ça me fait un peu penser à la fable de La Fontaine, le loup, la chèvre et le chevreau, où le loup se dissimule sa patte noire pour entrer chez le chevreau. Donc effectivement, c'est une illusion, un artifice. Et le naturel est revenu au galop quelques semaines après les législatives avec la déclaration du maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a jeté le masque en déclarant le 25 août 2022, je le cite, « Les syndicats sont le croque-mort du monde économique et du travail, ils ne servent à rien ». Donc cette farouche haine du syndicalisme est une constante dans les programmes du Front national. En 2002, celui-ci préconise, je le cite, d'amener les différentes représentations des salariés, des cadres et du patronat à dialoguer et à construire ensemble de grandes organisations professionnelles réellement paritaires. C'est-à-dire, ça rappelle tout à fait ce qui a été fait par le régime de Vichy, justement. Et ce texte indique également que la liberté du travail sera rétablie par l'interdiction pénale des piquets de grève, l'exigence d'un vote personnel à bulletin secret pour les préalables à tout mouvement de grève. Et en 2007, donc quelques années plus tard, le Front national dénonce, je cite, un syndicalisme archaïque et non représentatif. Le syndicalisme français, dévoyé et moribond, est quant à lui une des causes du blocage de notre économie et un des obstacles majeurs aux réformes nécessaires de la société française. En 2012, Marine Le Pen, faisant preuve d'une absolue méconnaissance du sujet, prône une grande réforme des syndicats. Le monopole de représentativité institué après la Libération sera supprimé et les modalités d'élection des représentants des salariés seront revues. Et des syndicats plus représentatifs seront plus à même d'entrer dans des logiques de concertation constructive et moins tentés de recourir à des rapports de force. En 2017, la proposition numéro 10 des 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen, réaffirmée en 2022, est ainsi formulée « Instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression du monopole de représentativité et moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats ». Elle ignorait certainement que ce contrôle public du financement des syndicats est instauré par une loi de 2008. Et par ailleurs, en octobre 2022, le Rassemblement national, donc, qui a pris la suite du Front national, a même déposé plusieurs amendements à l'Assemblée nationale. C'est passé un peu inaperçu, mais ça montre bien effectivement que derrière les illusions d'un changement de doctrine, les fondamentaux dominent. Reste un amendement donc, visant à interdire aux étrangers de se présenter aux élections professionnelles, en application de son principe de la priorité nationale. Merci Isabelle. Un autre amendement faisant de la maîtrise de la langue française une condition pour siéger dans les instances de représentation. Et la députée RN du Var, Laure Lavalette, autrice de ces textes, expliquait qu'il s'agit d'éviter toute tentative d'ingérence étrangère ou de revendication communautariste par la voie d'une représentation d'étrangers au sein de ces instances. Tout est dit. Il n'empêche que le FN a tenté de s'infiltrer dans le syndicalisme.
en présentant des candidats aux élections prud'homales qui n'étaient pas réservées aux confédérations représentatives et en créant ses propres syndicats. Aux élections prud'homales du 10 décembre 1997, la Coordination française nationale des travailleurs, qui ne se définit pas comme un syndicat, a présenté 132 listes, oui, je vais plus lentement, dans 34 départements. Elle a obtenu en moyenne 5,91% des suffrages, avec des meilleurs résultats à Mantes-la-Jolie, 10%, à Dreux, 9% et à Nice, 8,9%. 18 candidats ont été élus, mais ils ont tous été invalidés par les tribunaux en raison de leur dépendance idéologique au Front national. Et dans une loi du 16 novembre 2001, l'initiative de la ministre de l'Emploi de l'époque, Elisabeth Guigou, relative à la lutte contre les discriminations, il a été interdit aux partis politiques d'accéder aux élections prud'homales, de même qu'à toute organisation prenant des discriminations et poursuivant un objectif étranger à l'institution prud'homale. En 1996, à l'instigation de Bruno Gollnisch, qui était alors le secrétaire général du FN, partisan d'un front social sur le front du travail, et de Bruno Maigret, le parti avait cherché à renforcer son implantation dans les milieux professionnels. Le 6 novembre 1995, il avait déjà créé un Front national police, qui obtient 7,4% aux élections professionnelles. Il est suivi par un Front national RATP, en février 1996, un Front national des collectivités locales, en mai 1996, une force nationale pénitentiaire, qui quelque part est un peu plus logique avec l'idéologie du Front national, en septembre 1996, un Front national de la Poste et un mouvement pour un enseignement national. Tous ces syndicats ont été interdits les uns après les autres et l'arrêt de principe du 10 avril 1988 de la Cour de cassation a fait jurisprudence à propos de la création de ces syndicats en rappelant que le Front national de la Poste n'est plus que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et c'est exclusivement les intérêts et les objectifs en prenant les législations fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique. Le FN n'a pas pour autant baissé les bras, suivant la ligne de Bruno Maigret, qui disait « Les interdictions de nos syndicats, c'est un problème qu'il faut contourner en entrant à visage masqué dans l'enceinte des entreprises ». Et donc, on a assisté à une offensive, à un entrisme dans les syndicats existants. La Confédération française de l'encadrement, Confédération générale des cadres, la CFE-CGC, et la CFTC ont été dans les années 80 les principales cibles du FN parce qu'elles étaient présentées comme des maillons faibles, réputés plus fragiles et donc plus faciles à pénétrer. Mais ces tentatives ont échoué et se sont heurtées à un mur de résistance des appareils syndicaux. On n'entend rien, donc je recommence alors, non ? Ils n'ont pas pu empêcher que des syndiqués aient une carte du Front national, mais ils leur ont barré la route à de réception, prêts à toute prise de responsabilité dans une fédération. Aucun syndicat n'interdit à un adhérent d'être encarté à un parti politique, mais tous proscrivent l'affichage d'une étiquette politique lors d'une élection. C'est donc sur le terrain électoral que le FN a adopté ce que le syndicat solidaire appelle une stratégie de vautour en direction de l'électorat populaire. Aux élections cantonales de mars 2011, 6 syndicalistes figurent sur des listes d'extrême droite en affichant leur couleur syndicale. En Moselle, Fabien Engelmann, CGT, Daniel Durand de Colin, CFDT, Thierry Gourlot, CFTC, Annie Lamailleux, FO dans le Nord, Robert Demassieux, CFDT dans le Pas-de-Calais et Franck Pêche, Sud. La CFTC a retiré tous ses mandats à Thierry Gourlot, agent SNCF, connu pour avoir cofondé avec Louis Alliot le Cercle national des travailleurs syndiqués. Il s'est ensuite éloigné de la centrale chrétienne et a rejoint en 2022 Éric Zemmour. Le cas le plus emblématique est celui de Fabien Engelmann. Venu de l'extrême gauche, de lutte ouvrière, au nouveau parti anticapitaliste, il en avait porté les couleurs dans les élections à Thionville avant de basculer via Riposte laïque, qui est un groupuscule d'extrême droite. Le 9 mars 2011, Bernard Thibault, alors secrétaire général de la CGT, adressait un courrier à toutes ces organisations, je cite, « Le FN, quoi qu'il en dise, ne peut pas être considéré comme un parti comme les autres, par la CGT comme par l'ensemble du monde syndical. Les propositions du FN préconisant la préférence nationale sont même contraires aux principes républicains et aux textes internationaux. »
Pascal Dubé, qui était un éducateur en Meurthe-et-Moselle et qui, jusqu'au dernier congrès de Clermont-Ferrand, était membre de la commission exécutive, pilotait le collectif Lutte contre l'extrême droite et le racisme. Il se souvient de cette affaire, Engelmann, comme ce qu'il appelait un véritable traumatisme. Le secrétaire du syndicat CGT des agents territoriaux de la mairie de Nivange, Fabien Engelmann, était un militant actif, se souvient-il, y compris dans la défense des LGBT. Dans cet effet, raconte-t-il, l'UD de Moselle et la Fédération de services publics ont commencé par réunir les adhérents du syndicat pour qu'ils se saisissent de la situation. Ce n'est que lorsque la majorité des adhérents, je dis bien la majorité des adhérents, a considéré que la situation n'avait rien d'anormal, qu'une procédure est engagée par la commission exécutive visant le syndicat qui a finalement été désaffilié de la fédération. Fabien Engelmann est devenu maire FN d'Hayange en 2014, conseiller régional, il est le suppléant de Laurence Jacobelli, député RN de Moselle. Cette affaire a fait preuve de jurisprudence à la CGT. Et le collectif de lutte contre l'extrême droite a diffusé le 10 octobre 2022, je ne vais pas vous donner tous les tenants aboutissants parce que ça serait trop long, une note relative aux tentatives d'instrumentalisation de la CGT par l'extrême droite. Elle réaffirme la liberté de candidature aux élections politiques, mais elle martèle qu'il est inconcevable qu'au long de la liberté d'opinion, dans la CGT, celle-ci puisse être représentée à quelque niveau que ce soit, par des militants ou adhérents revendiquant par ailleurs publiquement leur adhésion au concept de priorité nationale. Et donc, il y a effectivement toute une procédure qui est engagée dans les cas en question. Pascal Dubé, donc, qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, qui a lancé des formations pour les militants, pour effectivement les éduquer, si je puis dire, et les aider à se prémunir de ces tentations de... Oui, heureusement qu'Isabelle me modère et modère mon débit. Donc, depuis, Pascal Dubé parle d'une cinquantaine de militants candidats de l'extrême droite à des élections, notamment municipales. On a dû les exclure, a-t-il expliqué, où ils sont partis. Au scrutin départemental de 2015, Marine Le Pen a fait état parmi les candidats de FN de 8 CGT, 9 CFTC, 5 CFDT, 7 FO. Maire sans étiquette de Rance, dans le Jura, et responsable CFDT chez Solvay, Stéphane Montrelet était candidat du FN. Il a été exclu. Au municipal de 2014, un juge prud'homal CFDT de Paris, Dominique Bourse-Provence, candidat FN dans le 10e arrondissement, avait refusé de démissionner, tout en relevant que quand il était cédétiste, la consigne c'était « on accepte tous les partis sauf le FN ». Élu conseiller régional d'Île-de-France en 2015, il avait soutenu la préférence nationale, ce qui avait conduit son syndicat, le syndicat national des personnels des organismes de formation, à l'exclure. Il est contesté en justice sur son exclusion et en novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté, jugeant que son exclusion repose sur son comportement consistant à prendre publiquement position sur certains sujets en contradiction frontale avec les valeurs et directives de son syndicat. Force ouvrière a eu aussi ce problème avec des militants de son organisation qui ont été candidats à des élections du Front National et la CFTC a été également saisie de ce sujet. On peut y revenir sur d'autres aspects concernant ce syndicat, la CFTC. Une première prise de position syndicale unitaire contre l'extrême droite remonte au 17 mars 2011. Dans une déclaration commune, la CFDT, la CGT, la Fédération syndicale unitaire, Solidaire et l'UNSA refusent, je cite, de rester indifférentes à l'utilisation de la situation sociale pour promouvoir certaines thèses dans le débat public, comme le fait le Front National. La thèse de la préférence nationale est antinomique avec les valeurs fondamentales du syndicalisme. Le 5 juin 2015, quelques mois après l'attentat contre Charlie Hebdo, les syndicats vont plus loin encore. Dans une mise en scène soignée à la Bourse du Travail, les dirigeants de sept organisations dévoilent une déclaration inédite et historique. Laurent Berger, CFDT, Philippe Martinez, CGT, Philippe Louis, CFTC, Carole Couvert, CFE-CGC, Bernadette Groison, FSU, Luc Berry, UNSA, et Cécile Gondard-Lalanne, Solidaire, présentent un manifeste intitulé, après le 11 janvier 2015, « Vivre ensemble, travailler ensemble ». Le principe de ce texte de 8 pages et 5 chapitres avait été arrêté dès le mois de janvier 2015. Le manifeste appelle à se rassembler dans les entreprises pour barrer la route au populisme, aux idées d'extrême droite et à la démagogie
et militer résolument pour les valeurs du syndicalisme et des principes républicains. Les 7 organisations soulignent que le mouvement syndical, riche de sa diversité, est constitutif d'une société démocratique. Et poursuit le texte, l'histoire nous enseigne que l'exclusion, le rejet de l'autre, le repli de la France sur elle-même, la désignation de bouc émissaire, la dénonciation de l'immigration comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui ne peuvent conduire qu'à la division, à l'affrontement et à l'échec. Seul bémol, EFO n'est pas sur la photo et le FN n'est pas explicitement mentionné, mais le message est fort. Et en avril 2017, Jean-Claude Mailly, qui était alors secrétaire général de EFO, avait affirmé que, je le cite, « la crise est le terreau sur lequel prospèrent les idées d'extrême droite ». Et la centrale s'était déclarée opposée génétiquement au racisme, à la xénophobie et à l'antisémitisme. Les principes républicains de fraternité, de laïcité ainsi que la démocratie sont des valeurs incontournables. Le rempart syndical contre l'extrême droite s'est cependant avéré bien fragile. La déclaration de 2015, malheureusement, n'a pas eu d'effet, n'a eu aucune suite de l'aveu même de Laurent Berger et de Pascal Dubé pour la CGT. En 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au second tour de la présidentielle en éliminant Lionel Jospin, tous les syndicats s'étaient mobilisés le 1er mai contre le FN. Seul EFO s'était tenu à l'écart au nom de l'indépendance syndicale. Le résultat avait été qu'avec l'appui des partis de gauche et de nombreuses associations, 1,5 million de personnes avaient battu le pavé à travers la France. Rien de tel, ni en 2017, ni en 2022, quand le même scénario du second tour s'est présenté à la présidentielle. Les syndicats ont célébré le 1er mai en ordre dispersé, chacun privilégiant sa boutique. Si on prend la seule élection présidentielle, mais on peut faire le même constat sur d'autres élections, on observe une inquiétante envolée du vote des sympathisants syndicaux en faveur du FN. Plusieurs instituts de sondage ont mesuré le vote au premier tour de la présidentielle selon la proximité syndicale. Il faut bien sûr accueillir ces enquêtes avec une certaine prudence parce qu'il s'agit de sympathisants et non d'adhérents. Mais la photographie est claire et à l'image, un degré en dessous de la forte percée du FN dans l'électorat ouvrier et dans celui des zones rurales désertifiées. En 2002, une étude de CSA, Jean-Marie Le Pen a obtenu au premier tour 19% de sympathisants de la CFTC, 15% de FO, 12% de la CGT et de la CFE-CGC, 10% de la CFDT. En 2012, Marine Le Pen a recueilli 25% chez les proches de FO, 16% chez ceux de l'UNSA, 15% pour la CFTC, 12% pour la CFDT, 11% pour la CFE-CGC, 9% pour la CGT. Et en 2017, à partir d'un vaste échantillon mesuré par Harris Interactive, Marine Le Pen avait obtenu au premier tour 24% chez FO, 15% à la CGT, 14% à la CFTC et à l'UNSA, 13% à la CFE-CGC. En 2022, la progression continue. La candidate d'extrême droite obtient 31% chez les sympathisants de FO, 31%, plus 7 points par rapport à 2017. 29% à la CFTC, plus 15 points. 22% à la CGT, plus 7 points. 19% à l'UNSA, plus 5 points. 17% à la CFE-CGC, plus 4 points. 15% à la CFDT, plus 8 points. 14% chez Solidaire, plus 1 point. Et 10% à la FSU, plus 1 point. Ainsi, en 5 ans, le vote Le Pen a progressé chez tous les sympathisants syndicaux. Et en 2022, la candidate frontiste a également progressé chez les fonctionnaires, 38% chez les fonctionnaires, plus 9 points par rapport à 2017, et chez les professeurs, 25%, plus 7 points. L'autre phénomène, c'est que dans un certain nombre d'assemblées syndicales, eh bien, plusieurs responsables, qu'il s'agisse de responsables de la CGT, de l'UNSA ou de la CFDT, constatent que des syndiqués se libèrent. Il y a une libération de la parole de syndiqués qui n'hésitent plus à dire qu'ils se retrouvent dans les positions de l'extrême droite. Dans les positions de l'extrême droite. Et cela tient aussi au fait que l'extrême droite a un discours habile, ce que relevait déjà Pascal Dubé, que je le cite toujours, que je qualifierais de caméléon, sachant aussi bien s'adresser aux ouvriers sidérurgistes en Moselle, aux artisans du Var ou à d'autres et s'adapter tant sur le fond que sur la forme.
lorsque le FN assène non au SMIC au rabot, ce pourrait être le discours d'une organisation syndicale. Dick Martinez en était à l'époque lui-même alarmé en disant « Le FN séduit de plus en plus largement jusque dans nos rangs. Sur la question sociale, il n'hésite pas à puiser dans nos propres cahiers revendicatifs. Cette montée des extrêmes doit être combattue sans relâche. » Et on l'a vu encore dans le récent débat, qui est toujours un peu en cours, mais enfin bon, qui maintenant est un peu relayé au second plan, sur la réforme des retraites, que le Front National, enfin le Rassemblement National, eh bien, a repris l'idée de la retraite à 60 ans, après avoir beaucoup tergiversé. Donc il y a effectivement, sur des thèmes comme le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités sociales, les questions d'emploi, eh bien, une mainmise du Front National sur des revendications syndicales et une exploitation très habile de sa part dans son discours. Et donc, c'est pour cela que les actions de formation sont engagées par, on pourra y revenir si vous voulez, par toutes les organisations syndicales, principalement, je dirais, par la CGT et par la CFDT, pour effectivement contrer cette tentation qu'on voit apparaître aujourd'hui, où des militants, eh bien voilà, disent après tout, pourquoi pas. On a un peu, voilà, on a tout essayé. La gauche, ça marche pas. La droite, ça marche pas. Macron, ça marche pas. Donc, ben, pourquoi pas l'extrême droite. Voilà, je m'arrête là. Merci Michel. Je vais maintenant passer la parole à Nihat Öztürk, qui est membre de la direction de l'association syndicale Gelbe Hand. Alors Gelbe Hand, je suis allée voir, donc c'est inspiré de Touche pas à mon pote, donc qui a été le slogan officiel de l'association française SOS Racisme, donc ça date de 1985. Et vous êtes également ancien dirigeant d'IG Metall. Donc monsieur, c'est à vous la parole. Vielen herzlichen Dank. Merci beaucoup de l'invitation à participer ce soir. Je suis ravie de pouvoir participer à ce panel. Il est assez difficile pour moi de me limiter à une réaction assez concise. Je vais essayer de répondre notamment à ce qu'a pu présenter Sophie Bose. Nous avons eu une présentation très détaillée aussi de la part de Michel Noblecourt. Et dans les deux interventions, je vois qu'il y a des parallèles. Par exemple, c'est la préférence nationale ou cette idée de reconquête qui revient de part et d'autre du Rhin dans le discours de l'extrême droite. Et j'ai pu voir dans les actions des syndicats français qu'il y avait les mêmes tentatives de résistance contre l'action de l'extrême droite que chez IG Metall. J'ai eu un sentiment assez partagé sur un certain point, à savoir le constat que les efforts des syndicats français n'ont pas pu freiner l'ascension de Marine Le Pen et de l'extrême droite. Malheureusement, on constate la même chose en Allemagne, en Italie et bien d'autres pays européens encore. Mais j'espère qu'au cours de l'échange, nous pourrons approfondir cette question-là. Pour commencer, j'aimerais faire quelques remarques assez générales, fondamentales, sur la continuité de l'extrémisme de droite et du racisme et de la violence d'extrême droite en Allemagne. Et je ne vais pas me limiter au populisme d'extrême droite, comme on l'appelle en Allemagne. D'ailleurs, ce terme est assez problématique à mes yeux. Et je ne vais donc pas me concentrer uniquement là-dessus. Au sein de la jeune RFA, les syndicats, et je n'étais pas encore en Allemagne à l'époque, en 66-68 déjà, ont pu se rendre compte de la fragilité de la démocratie. En 1966, il y a eu la première crise conjoncturelle de l'après-guerre et le NPD a
utiliser cette crise sans vergogne pour répandre des discours de haine contre les réfugiés, contre les étrangers. Beaucoup l'ont oublié, mais le parti néo-nazi NPD a réussi à être représenté dans 7 parlements régionaux sur 10 dans l'ouest de l'Allemagne. Et elle n'a échoué que de justesse à l'obstacle des 5% qu'il faut passer, la barrière des 5% pour être représenté au sein du Bundestag à l'échelle fédérale. Et si en 69 le NPD avait réussi à passer la porte du Bundestag lors de la chancellerie de Willy Brandt, donc le grand socialiste, eh bien, aurait vécu cette situation tout à fait inédite, ce qui paraissait vraiment impossible aux yeux de beaucoup d'Allemands. On peut donc voir que depuis la moitié du XXe siècle, eh bien, il y a une continuité dans l'ascension et dans la présence des idées de l'extrême droite. Mais à cette continuité s'ajoute aussi le fait de minimiser l'effet du racisme et de l'extrême droite. Il y a cette tradition aussi de toujours minimiser leur action. L'AfD est maintenant présente dans les parlements régionaux et au sein du Bundestag, et c'est maintenant donc que l'opinion publique et les partis politiques se réveillent. Et l'extrême droite et le racisme, en Allemagne comme dans d'autres pays, en tout cas j'imagine, mais en tout cas en Allemagne, le racisme prend différentes formes et il est capable de métamorphoses assez spectaculaires pour survivre. L'extrémisme de droite est un bien plus grand problème que la seule action de l'AfD, je le crains en tout cas. Et quand on ne regarde que le nombre de citoyens qui ont un vote à extrême droite et antidémocratique ou celui qui ne vote plus du tout, eh bien, c'est extrêmement inquiétant. Chez nous, en Rhénanie du Nord-Westphalie, lors des dernières élections au Parlement régional, 55% des Allemands en âge de voter inscrits sur la liste seulement sont allés voter. Et surtout dans les classes sociales de ceux qui travaillent très dur et qui ont des conditions de vie et de travail précaires, la participation électorale n'était que de 30%, alors que dans les couches les plus aisées, elle était à 70, 80%, voire plus. Donc là aussi, on voit bien que la voix des privilégiés est prise en compte 2 ou 3 fois plus que celle des plus vulnérables et des plus précaires. Et une petite remarque, si vous me le permettez, ce n'est pas seulement cette vie précaire, les mauvaises conditions de travail qui poussent au vote en faveur de l'extrême droite, mais d'autres facteurs encore. Nous avons pu le voir et nous continuons de le constater. Tous ceux qui ont de mauvaises conditions de travail ou qui sont pauvres basculent immédiatement dans le vote extrême droite ou ont des fantasmes de violence vis-à-vis des minorités. Non, jusque dans les couches les plus élitaires, eh bien, on retrouve ces sentiments, ces idées d'extrême droite. Et je dirais même que ce n'ont jamais été les plus pauvres, les ouvriers, les petites gens, les gens simples qui ont peu étudié, qui ont
vraiment contribuer à développer ces idées racistes, xénophobes, antisémites, mais que ce sont plutôt des membres des élites politiques et sociétales qui ont eu l'opportunité de faire progresser ces idées, parce qu'il s'agit dans ces mouvances de préserver à chaque fois des droits, hein, des prérogatives d'une certaine classe, d'une certaine identité. Et on peut voir qu'il y a un discours contre d'autres formes, d'autres structures de pouvoir qui viendraient à menacer ces droits, par exemple l'Union européenne. Et donc, on retrouve les traces de l'extrême droite dans les couches intermédiaires et les plus aisées, où elles ont des leviers d'action plus grands. Autre aspect qui mérite d'être mentionné, le personnel de direction à la tête de l'AfD faisait partie des plus conservateurs et des plus des plus nationalistes et des plus libéraux sur le plan économique. C'est ce qui leur a permis de trouver des relais dans la société, jusqu'à arriver vraiment dans les grands publics. Ce n'est que lorsque la société dans son ensemble s'est emparée de ces idées-là, quand il y a eu cette reprise des idées dans les grandes masses, pour ainsi dire, que on a vraiment été sensibilisé à l'idée de l'extrême droite, alors qu'elle a été présente dans ces couches plus élevées depuis bien longtemps. Et c'est avec les différentes crises, la crise économique et monétaire, la crise du marché du travail, du logement, que cette présence s'est renforcée. L'extrême droite a toujours pu en profiter parce que lors de toutes ces crises, la redistribution entre riches et pauvres s'est de plus en plus dégradée. Et ils se sont rendus compte que ce sont toujours eux qui paient les pots cassés et que d'autres en profitent. D'ailleurs, pour le moment, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une grande perte de revenus en Allemagne, mais les profits des grandes entreprises, des grands groupes, sont absolument faramineux, comme vous le savez. Tandis que l'homme de la rue perd de la capacité, le panier de la ménagère est de plus en plus cher. Voilà, ça, ce sont des sujets avec lesquels je travaille depuis 1980. C'est là que nous avions la première fois un attentat incendiaire dans un logement d'immigrés. Dans ces années 80 et 90, en Allemagne, on a aussi constaté qu'il y avait une politique gouvernementale qui stigmatisait, qui accusait les minorités c'était une sorte de racisme pseudo-scientifique des élites et c'était une sorte de terrorisme, entre guillemets. Il y avait beaucoup d'attaques, des pogroms, Hoyerswerda, Rostock, Sodom, les assassinats de NSU et tout ça. Beaucoup d'attentats et d'actes terroristes de ce genre. Entre 2018 et 2020, 187 personnes sont mortes, ont été assassinées par la violence de l'extrême droite. Je le dis parce que je veux souligner le fait que l'extrémisme de droite n'est pas simplement un populisme de droite, mais quelque chose de plus, et qui peut être extrêmement cruel et violent
et très très vilain. La question, ça c'est ma thèse à moi, pourquoi beaucoup de syndicalistes votent-ils pour les extrémistes de droite, mais dans les entreprises, il n'y a pas tant de résonance que cela? Je pense que c'est une question intéressante. Sophie en a parlé un petit peu et elle en a expliqué en long et en large la situation. Et nous constatons dans les sondages, dans les élections, que les membres des syndicalistes votent d'une façon plus que proportionnelle pour l'extrême droite. Mais n'empêche que dans les entreprises, il y a un peu moins ce n'est pas vraiment un miroir qui reflète la société. Dans les entreprises, ce n'est pas une île des bienheureux. Il y a certes toute diversité de la société, mais tout cela ne nous protège pas de l'extrémisme parce qu'ils souffrent de leurs perspectives de travail, de leurs problèmes. Il y a les mêmes fake news, les mêmes complotismes, tout ça. Vous trouvez ça aussi dans les entreprises, comme dans la société tout court. Et en Allemagne, il y a un peu moins de conflits. Eh bien, peut-être cela tient aux lois allemandes, au contrôle social dans les entreprises. Sophie en a parlé depuis 75, 80. Il y a des lois qui endiguent la violence et les patrons sont appelés à veiller à la paix sociale dans l'entreprise. Parce que s'il y a de l'incitation de la haine, par exemple, cela peut entraîner un licenciement immédiat. Raccourcissez un peu, monsieur, s'il vous plaît. Alors, au début des années 90, pour la première fois, il y avait une décision du tribunal du travail qui a condamné une attitude discriminatoire des patrons envers les ouvriers ou entre les ouvriers, et cela pouvait donc entraîner un licenciement direct. Et en 94, on pouvait lire un cas comparable avec des commentaires dans un journal approprié. Et on peut même demander des dommages et intérêts. Donc, lorsque la paix sociale en entreprise a été dérangée, on peut tout à fait intenter une action en justice sur la base de cela. Et vous l'avez dit, Sophie, il n'y a que 25 mandats sur 18 000 qui ont finalement été occupés par des représentants du pseudo-syndicat Zentrum, ce qui n'est pas très inquiétant finalement. Donc, on a l'impression vraiment que la présence de Zentrum a été largement exagérée dans les médias. Je ne pense donc pas que l'heure est à l'alarmisme dans ces instances-là, mais il ne faut pas non plus minimiser l'action de l'extrême droite ou la passer sous silence, comme cela a pu être le cas dans l'Est de l'Allemagne. Et seulement 2 mots là-dessus. Les extrémistes tels que le NPD, donc le parti néo-nazi, mais aussi Pegida et l'AfD, ont pu construire des structures dans l'Est de l'Allemagne bien avant l'émergence de l'AfD. Et ces organisations ont donc pu étendre leur réseau néo-nazi depuis plus de 30 ans. Il y a donc un ancrage très fort. Et les responsables de l'époque sont responsables parce qu'ils avaient décidé que les skinheads et les jeunes extrémistes
pouvaient être réhabilités grâce aux travaux d'intérêt général, par exemple. Et dans de nombreux centres de jeunesse, on a pu mener ces travaux d'intérêt général, ce qui a surtout mené à ce que ces centres pour les jeunes ont été infiltrés par l'extrême droite et sont parfois même dirigés par des gens qui ont des sympathies pour ces mouvements-là et qui ont donc des plateformes assez publiques pour agir et pour recruter, ce qui constitue un problème énorme. Et il faut lutter sur le plan politique contre cela. À l'époque, certains s'étaient alarmés et avaient prôné d'autres mesures, mais ils n'ont pas été écoutés. Mais je vais m'arrêter là et on discutera plus librement à bâton rompu. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette intervention très riche. Alors effectivement, toutes les Ja, ich bedanke mich. informations, on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre la France et l'Allemagne. Pour faire rapide, en Allemagne, c'est plutôt les anciens Länder, en France, c'est plutôt les zones rurales qui votent pour l'extrême droite. L'électorat ouvrier se retrouve classiquement dans les deux pays. L'Allemagne a l'AfD, Pegida, nous avons le RN, donc deux partis qui sont qui peuvent être assez proches, avec toujours cette question, comment faire pour ne pas céder sur les valeurs, tout en faisant en sorte de ne pas perdre des adhérents. J'ai noté effectivement dans votre étude que dans certains lenders, ben voilà, dès lors qu'on n'allait pas les voir et qu'on n'essayait pas de les convaincre un peu à la manière de ce que fait IG Metall sur rester ferme et maintenir le dialogue, on risque de perdre effectivement complètement ce terreau-là. Donc, jusqu'où peut-on aller pour justement ne pas perdre cet électorat-là ou ces adhérents-là, tout en respectant effectivement, en étant ferme, comme tu disais, chez certains syndicats français, pas tous bien sûr. En plus, en France, on a un éclatement syndical que vous n'avez pas forcément en Allemagne. On va tout de suite passer la parole à la salle, puisque vous avez, je pense, pas mal de questions à poser. Qui souhaite poser la première question? Voilà, et n'hésitez pas à vous présenter. Alors, je pense qu'il y a un micro qui doit être accessible. Voilà, monsieur a un micro. Donc, ah bah, peut-être Benjamin aussi. Donc, bah, je vois que vous avez levé la main, peut-être là. Non, pas du tout. Alors, excusez-moi. Non, non, je pensais. Alors, la première question est toujours la plus difficile, mais on est un peu entre nous. Voilà, monsieur. Moi, je suis retraité et j'ai été syndicaliste. Je voulais vous communiquer mon étonnement. Comment peut-on s'étonner qu'il y ait des gens d'extrême droite dans les syndicats? Ils sont déjà dans la population, donc ça correspond à un élément naturel. Évidemment, je suis absolument contre, mais je veux dire, il ne faut pas s'étonner. Je ne vois pas pourquoi on s'étonnerait. Alors, peut-être la montée, c'est ce que signalait peut-être Michel tout à l'heure. Ça fait longtemps. Alors, est-ce que certains souhaitent répondre? Peut-être d'abord Michel sur l'aspect français, peut-être Sophie? C'est-à-dire qu'on peut s'étonner par un simple fait, c'est que de l'incompatibilité des valeurs défendues par les syndicats et l'extrême droite. Je veux dire, je suis désolé, mais c'est totalement l'appartenance à un syndicat de la part d'un militant d'extrême droite, c'est quelque chose de tout à fait, c'est un anachronisme. Donc c'est ça qui est étonnant. Après qu'il y ait eu effectivement depuis longtemps des gens qui étaient tentés par l'extrême droite, c'est une réalité. Et comme le disait Isabelle, une des questions qui se posent aux syndicats aujourd'hui, à certains syndicats qui sont assez faibles en adhérents. Hein. La France n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne a un taux de syndicalisation beaucoup plus élevé que la France. Ligue Metall, à lui tout seul, réunit plus d'adhérents que l'ensemble des syndicats français. Il faut jamais l'oublier. C'est que il y a la préoccupation de perdre des adhérents si jamais on les flique trop. Donc, si on intervient trop pour dire non, c'est pas bien ce que vous pensez, il faut pas dire ça, on va les perdre. Ils vont quitter le syndicat. Et donc, pour des syndicats un peu faibles, et je pense à des petits syndicats, je pense à la CFTC, je pense aussi d'une certaine manière à FO, eh bien, on hésite à faire partir ceux qui ne penseraient pas exactement comme devraient penser les militants de l'organisation syndicale. Sophie, wollen Sie etwas sagen? Et vous dire quelques mots, Sophie? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Donc, en réponse à votre question, non, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui ont des convictions d'extrême droite dans les syndicats.
Cela va bien sûr à l'encontre de l'identité et de la mission des syndicats, puisque leur objectif est de lutter contre le fascisme, mais on retrouve des éléments qui ont ces convictions-là et qui font parfois eux-mêmes la séparation. Et on le voit, moi dans mes études, les collègues aussi, qui peuvent être des membres très engagés, mais qui séparent totalement leur action en entreprise et leur vie en société. Ils s'engagent pour améliorer les conditions du travail. Ils ont peut-être un engagement d'ordre de la politique sociale, mais pour eux, ce n'est pas un engagement sociétal. Et en dehors de leur engagement de syndicaliste, ils vont se rendre aux manifestations de mouvements tels que Pegida où ils vont voter AfD. Donc, ils sont prêts à lutter contre la direction, etc. C'est pour eux une manière de résister. Et sur le plan social, résister pour eux, ça veut à ce moment-là dire, eh bien, suivre des mouvements tels que Pegida ou l'AfD. Donc, pour eux, il n'y a vraiment pas de lien entre leur vie sociale, leur vie professionnelle et leur engagement syndical. Donc, il n'y a pour eux aucune contradiction à être syndicaliste et à voter pour l'extrême droite de l'autre côté. On a pu mentionner les différences entre l'Est et l'Ouest. Dans l'Est, les syndicats sont moins forts, il y a moins de convictions syndicales parce qu'il n'y a pas eu cette transmission de génération en génération dans les familles, contrairement à l'Ouest. Et donc, il n'y a pas eu cette transmission des valeurs ou cet ancrage aussi fort que dans l'Ouest. Et c'est pourquoi il y a peut-être plus facilement ce cloisonnement qui est opéré entre l'action syndicale et les convictions sociales, sociétales qu'on va défendre. Et c'est aussi lié aux évolutions qu'il y a dans les syndicats depuis les années 1990, à savoir que les syndicats sont de plus en plus marqués par la transformation donc d'une organisation qui prône des valeurs et qui devient maintenant de plus en plus une sorte de prestataire de services dans le monde du travail en Allemagne. Et donc, on a cherché à servir les intérêts des travailleurs, mais sans forcément mettre en avant ces valeurs traditionnelles et historiques. Souvent, les membres voient donc les avantages donc pour les négociations collectives, pour leur représentation, et c'est tout à fait le rôle des syndicats, mais cela n'indique rien sur les valeurs que défendent les syndicats si on ne le mentionne pas. Donc, c'est pour cela que dans les moyens de lutte contre l'extrême droite, on essaie maintenant, comme je le disais, de remettre au cœur de notre action dans les syndicats la sensibilisation à ces valeurs-là et un positionnement très clair sur les sujets sociétaux pour renforcer aussi le lien entre les membres, entre les travailleurs et les syndicats et pour proposer autre chose, pas seulement une défense des conditions de travail, mais aussi, eh bien, comme je le disais, cette explicitation des évolutions sociales. Alors, j'ai perdu le fil de ce que je souhaitais dire. Lorsqu'il y a une hégémonie de l'extrême droite dans certaines régions et qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui peuvent se faire entendre, ou qui peuvent interpréter leur version, ils peuvent offrir leur version des faits. Si ils n'arrivent pas à percer, si ce sont les forces d'extrême droite qui constituent la norme et qui sont présentes partout, eh bien, justement, les syndicats doivent de plus en plus jouer ce rôle de la contre-proposition, de la contre-offre intellectuelle, et c'est bien évidemment assez difficile. Excusez-moi, je suis la seule à m'être tenue aux 15 minutes tout à l'heure, c'est pourquoi je rajoute quelque chose. Alors, j'ai pu le dire,
il y a cette perte d'adhérents dans les syndicats et les syndicats ont peur de perdre encore plus de membres s'ils se positionnent clairement. Alors qu'au contraire, si ils sont vraiment très vocaux en tant qu'organisation de masse et s'ils restent fermes, eh bien, ils arrivent à recréer ces élans collectifs et je pense qu'il ne faut dans tous les cas pas renoncer à ces valeurs. Un peu coupé, mais c'est vrai que comme voilà, il faut qu'on termine dans une grosse demi-heure, qu'on puisse avoir pas mal de questions. Et c'est vrai que vous avez été la plus respectueuse du temps qui était imparti. Alors, si vous voulez ajouter mais alors vraiment ganz courte, c'est très bien parce que je vois qu'il y a d'autres questions que certains doivent poser. Et c'est très bien, vous avez pointé effectivement l'aspect syndicalisme un peu de service qu'on appelle ça, qu'on appelle en France. De ce qu'apporte concrètement un syndicat sans peut-être avoir, en ayant un peu perdu finalement c'est quoi un syndicat et le côté complètement antinomique avec le fait d'être syndiqué et de voter extrême droite. Donc Nihat, un tout petit course word. Et ensuite on prendra une question. Monsieur aussi. Voilà. Alors il y a plein de questions. Donc effectivement, après des questions courtes et des réponses, s'il vous plaît, super courtes. Il y a monsieur là-bas aussi. Donc Nihat, un tout petit mot. Ah, ok. Non, bah. Non, ce n'est pas obligatoire, je peux répondre plus tard. Gardez un jeton pour la prochaine question. Thibaut ou... Allez, monsieur. Oui, bonsoir. Je travaille pour le cabinet Syndex qui travaille avec les organisations syndicales à représentants du personnel. Alors, on n'entend pas du tout, je suis désolée. Pardon. Je travaille au sein du cabinet Syndex qui officie auprès des représentants du personnel des syndicats. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter des questions d'extrême droite avec certains dirigeants. J'ai 2-3 petites anecdotes pour illustrer, selon moi, la faiblesse des organisations syndicales françaises, avec un dirigeant de la FG2M Métallurgie qui me racontait qu'ils avaient imprimé des affiches contre l'extrême droite, mais qu'ils se sont retrouvés, c'était des régionales, ils se sont retrouvés avec le stock d'affiches parce que personne n'est allé les coller. Un de ses alter ego, CGT, qui me dit on a des gens d'extrême droite, mais on n'a pas de cadre au sein de l'organisation pour aller suffisamment costaud politiquement pour aller porter le débat auprès de nos militants. Et même anecdote auprès d'un dirigeant de la CGT Air France qui était confronté à la même problématique et qui, pareil, me disait on n'a personne pour aller porter la bonne parole, si je puis dire. Et est-ce qu'ils avaient juste des idées pour faire autrement ou est-ce qu'ils avaient de quelle aide avaient-ils besoin en fait? Je pense qu'ils étaient surtout démunis en termes de cadre suffisamment politisé, suffisamment costaud, suffisamment prêt à aller s'affronter avec des militants ou des adhérents ayant des opinions d'extrême droite. Très bien, bah merci en tout cas pour ce témoignage. Alors il y a, allez, vous monsieur, et ensuite on passera la parole aussi là. Ouais. Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, et Michel n'a pas cité les exemples que j'ai eus en tant que secrétaire général à gérer, parce que il est vrai. C'était trop long déjà, donc je pouvais pas tout citer. Mais de fait, à l'UNSA, nous avons malheureusement eu des affaires comme celle que tu as citée, Michel, et comme en tant que secrétaire général, j'ai pris mes responsabilités au nom de mon organisation et que nous avons pris les dispositions pour faire partir ces personnes en responsabilité de nos organisations et qui étaient candidats. Je tenais à dire ici que l'on fait fondamentalement la différence entre les militants engagés en responsabilité et les adhérents, voire les personnes sympathisantes. Ce qui nous permet de réaffirmer partout et souvent nos valeurs, qui sont écrits, qui sont connus avec la lutte contre les discriminations, avec, enfin, je pourrais en faire toute la liste, mais c'est pas mon propos ici. Ce qui me paraît moi être essentiel, c'est que au-delà de la réaffirmation des valeurs, c'est qu'il me semble que c'est par la formation et le débat franc et régulier avec les adhérents, les militants, les sympathisants, les responsables, que l'on doit pouvoir expliciter pourquoi les mouvements d'extrême droite, que ce soit en France ou ailleurs, sont en fait et agissent contre le syndicalisme. Et c'est cette réaffirmation en continu qui est peut-être notre façon d'aborder sereinement ce sujet en restant droit dans nos bottes, si je peux m'exprimer ainsi. Merci pour cette intervention. Alors, monsieur lève la main depuis tout à l'heure, si c'est possible. Voilà, juste. J'essaie de faire dans l'ordre. Ouais. D'abord, j'ai vu Thibaut. Ou Thibaut, très bien. Voilà.
Encore un bonhomme, désolé. Peut-être très rapidement une question, parce que ça a été évoqué, puis une remarque. La question, c'est qu'effectivement, comment on fait en Allemagne quand dans les boîtes, on se retrouve avec des équipes qui ont du mal à aborder cette question, d'abord parce que c'est un sujet compliqué, et pour porter le fer sur cette question-là, c'est pas simple, et aussi parce que c'est que des coups à prendre, nous disent-ils. C'est que des emmerdes, qu'il y a déjà assez de sujets sur les questions cœur de métier, entre guillemets, de négociation et de questions sociales, enfin, à gérer dans l'entreprise, et que cette question-là, elle est un peu compliquée, et que voilà, on cherche pas à s'engueuler avec les salariés sur cette question-là. La deuxième, c'est un petit rayon de soleil. C'est que j'ai eu l'occasion hier d'être dans une ancienne entreprise, enfin une vieille entreprise sidérurgique lorraine, une des dernières qui a un haut fourneau et qu'on est très fier, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Et j'avais l'occasion de m'entretenir avec un agent de maîtrise, pur Saint-Gobain, comme il dit, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte, il a tout vu sur la ligne et ainsi de suite. Et en s'entretenant un peu sur les dynamiques d'équipe collective au sein de la boîte, il expliquait que bon, oui, effectivement, il y a eu des moments où ça a été un petit peu tendu sur la question du racisme, que les anciens, ils avaient un peu du mal à accepter les nouveaux, notamment maghrébins ou d'origine maghrébine, et voilà, mais que avec les jeunes, bah, c'était plus un problème. Moi, j'ai été vachement surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Mais c'était une question générationnelle. Et ce qu'il avait constaté, c'est que bah, la diversité était plus naturelle pour les jeunes, qui souvent étaient dans le même club de foot, qui avaient souvent été dans le même bahut, et que, bah, bizarrement, ça n'était pas un problème, en tout cas sur sa ligne et l'équipe qu'il avait en gestion. Alors, ça résoudra pas tout, mais en tout cas, c'était mon petit rayon de soleil d'hier sur cette question-là. Merci Thibault. Alors avant de vous passer la parole, monsieur, on va peut-être prendre les réponses à ce moment-là de Sophie et Nihat. Alors tous les deux, donc sur l'aspect allemand, comment vous faites pour répondre à la question de Thibault? Et après, on prendra la question. Ou alors. Il y a encore 2 questions ici. Alors on va peut-être prendre ces 2 premières réponses. Et Par ensuite... contre, très courtes, s'il vous plaît, pour l'un et l'autre. Je me répète, je le sais. Et comme ça, on pourra prendre les questions de monsieur et puis de l'autre, celle d'après. Allez-y, Nihat, si vous voulez. Ja. Ich komme von der IG Metall. Eh bien, moi, je viens d'IG Metall et au sein d'IG Metall, nous avons plus de 500 000 membres qui sont issus de l'immigration, comme on le dit. Et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. J'étais dans le directoire pendant très longtemps. Nous avions plus de 84 nationalités, ne serait-ce qu'au sein de notre organisation, nous n'avons jamais eu de conflit. J'ai été élue 8 fois alors que je ne suis pas née en Allemagne. Il y avait d'autres candidats comme moi qui avaient d'autres origines aussi. Et donc, les choses ont bien fonctionné pour nous. Mais cela ne fonctionne pas partout. Il y a des entreprises où cela ne pose pas problème du tout et d'autres où c'est extrêmement délicat. Tout comme les syndicats sont parfois très bien organisés dans certains sites et moins bien dans d'autres. Mais les entreprises sont des endroits de débat et de contact en fait quotidien, de contact direct et simple par excellence. Et en ce sens, c'est un endroit qui favorise une attitude de coopération parce qu'on est contraint de travailler ensemble et donc les liens se créent automatiquement. Et on se découvre des points communs dans la lutte pour les bonnes conditions de travail ou contre les injustices qui peuvent parfois survenir. Et il y a donc ce sentiment de cohésion qui apparaît. En entreprise, on travaille sur un pied d'égalité et les choses ne peuvent pas fonctionner si on n'est pas coopératif, si on ne s'engage pas ensemble. Si on est dans une situation de concurrence, eh bien, les travailleurs ont tout perdu. C'est pourquoi les entreprises sont en fait des sphères idéales pour favoriser une rencontre et pour une mobilisation pour des objectifs communs. C'est en fait un levier pour dépasser le ressentiment qu'il peut y avoir de part et d'autre.
Merci beaucoup, Sophie. Vous êtes d'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ça va nous permettre de prendre d'autres questions. Alors, monsieur, vous avez un micro, mais là, il y a d'abord monsieur. Non, je suis désolée, monsieur, ça fait hyper longtemps. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Alors, il y a monsieur, ensuite un autre monsieur avec un micro blanc, et ensuite madame. Voilà. Alors, c'est des remarques dont j'espère qu'elles sont au cœur de sujet et très rapides. La première, c'est le vote politique pour l'extrême droite est d'autant plus faible qu'une catégorie de travailleurs est plus proche des syndicats. C'est-à-dire que les sympathisants, les gens qui votent pour les listes syndicales votent moins pour l'extrême droite que l'ensemble des travailleurs de même catégorie sociale, et les militants, les adhérents votent moins pour l'extrême droite que les gens qui votent pour les listes, et dans l'appareil syndical et parmi les élus, il y a très peu de gens de l'extrême droite. La deuxième remarque, c'était pour répondre aussi à votre question, il y a des formations. Vous pouvez vous présenter parce que je je m'appelle René Monza, j'ai travaillé sur l'extrême droite et je suis syndicaliste à la CGT. J'ai été amené à participer à des actions de formation depuis une vingtaine d'années, aussi bien la FDT, FSU Solidaire et la CGT qui est mon organisation syndicale. Les formations sont des formations internes-externes. C'est-à-dire, je prends la comparaison avec les formations contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et elles sont pour armer les syndicalistes par rapport à leurs collègues, mais elles sont aussi dirigées en interne, parce que je ne peux pas vous affirmer qu'au sein d'aucun syndicat français, il ne reste pas des militants qui sont très machos et dont l'attitude vis-à-vis des femmes est pas bonne. C'est la même chose avec l'extrême droite. Troisième remarque, très courte. Parfait. La lutte contre l'extrême droite n'est pas prise comme une question morale, et à la limite pas comme une question de racisme. C'est-à-dire, on prend par exemple l'exemple, pourquoi ce que les syndicats, la CGT le fait pour plusieurs dizaines de personnes tous les 15 jours, apportent des dossiers de travailleurs sans papier à la préfecture. Alors, c'est pas parce qu'ils sont sympas, c'est pas par antiracisme, c'est pas par internationalisme, c'est parce que les travailleurs sans papier, par exemple à Paris, dans le quartier, sont les gens les plus faibles, le maillon le plus faible de la classe ouvrière française, c'est-à-dire des gens qui travaillent en France. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'était un point de vue qui n'appelait pas de réponse. Alors, on va prendre monsieur là-bas en blanc, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci pour votre intervention. Ce serait juste pour savoir quel lien vous feriez entre les mouvements sociaux et l'emprise dont vous parliez de l'extrême droite dans les syndicats. Est-ce que ça le renforce ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait plutôt le diminuer? Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Alors, vous ne vous êtes pas présenté, s'il vous plaît. Oui, pardon, je suis Timothée, je suis étudiant. Très bien, merci. Alors, une question sur les mouvements sociaux. Alors, monsieur, vous avez un micro, donc prenez-le. Vous aviez une question? Pas du tout. Bien sûr. Luc Martin Chauffier, j'ai été syndicaliste UNSA pendant des années. Voilà. J'étais responsable de la Fédération Banque Assurance. Vous avez fait un constat. Très bien. Donc, le constat, c'est que les syndicats français et allemands sont des syndicats de service et que les adhérents d'extrême droite... Je n'ai pas dit ça du tout. Mais moi, c'est moi qui le dis. Ah, pardon. Vous avez fait un constat. C'est moi qui le dis. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je dis que les syndicats français et allemands sont des syndicats de service et que les gens viennent piocher dans les syndicats de service. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre l'extrême droite dans les entreprises et dans nos syndicats? Je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Contre les fascistes, il faut cogner. Il ne s'agit pas de faire dans la dentelle avec eux. Il faut taper. Alors, il ne s'agit pas de leur taper sur la figure avec le poing, mais il ne faut reculer devant rien. Il ne faut pas accepter le racisme, la xénophobie, les arguments contre les sexistes. Il ne faut pas hésiter à exprimer et à écrire et à parler des valeurs que l'on défend en tant que syndicat. Sinon, je veux dire, tout le reste, c'est sympathique. Mais eux, ils n'hésitent devant rien. Ils ont peur de rien. Ils y vont. Vous savez, la France a un bon vieux passé fasciste et d'extrême droite, et l'Allemagne, je vous en parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de ce côté-là, on est bien doté. Donc, il s'agit plus de faire dans le intransigeance, dans le sympathique. Voilà.
Très bien. Donc la solution, Message c'est passé. on cogne. Ouais, on cogne. Très bien. Alors, madame, avant de vous passer la parole, il y avait mademoiselle là-bas. Et ensuite, monsieur, on a gardé votre question, mais comme ça, au moins, on balaye un petit peu tout le monde. Voilà. Bonsoir, je m'appelle... je m'entends en écho. Je m'appelle Anne Lecor, moi je travaille, je suis syndiquée au Printemps écologique. On a fait le lien avec finalement l'extrême droite et aussi les crises économiques. Je pense qu'on a une énorme crise devant nous qui est la crise écologique qui va provoquer des crises et des contractions économiques. Est-ce que donc le sujet de l'extrême droite va devenir un sujet de plus en plus prégnant. Il l'est déjà, mais ça va être, on voit la montée et je pense que ça va s'accélérer fortement avec cette contraction économique, notamment due au péril écologique. Est-ce que c'est pris en main par les syndicats, que ce soit en Allemagne ou en France? Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle de formation, de réaffirmer nos valeurs, etc. Mais à mon sens, j'ai pas l'impression que ce soit, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une prise de conscience là-dessus, en se disant, là, on va se prendre un mur, notamment écologique, mais aussi social. Et qu'est-ce qu'on fait pour vraiment réagir? Merci pour cette question, madame. Et ensuite, on va passer la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent répondre. Bonsoir à toutes et à tous. Carole Elgouarch, je suis secrétaire confédérale à la CFDT. D'abord, je vous remercie pour la soirée, parce que on voit en effet un constat partagé et pas simpliste sur le sujet, parce que il faut, je pense, c'est ce qu'on pense, différencier deux choses. Les militants d'extrême droite et c'est dommage, le camarade des banques n'écoute pas, mais et les électeurs d'extrême droite, c'est pas des fascistes. Faut arrêter justement, je pense, à un moment donné, de tout simplifier et de dire blanc ou noir sur le sujet. Et je rejoins ce que disait Thibaut à un moment donné. C'est pas évident pour les copains qui sont dans les boîtes de pas parler du cœur de métier quand on nous demande qu'est-ce que tu fais pour finir le mois, etc. Moi je viens de parler aussi. C'est pas un supplément d'âme, mais faut qu'on aide nos équipes. Et ça c'est pour Monsieur de Syndex. Et on connaît bien les désarrois des responsables dans notre organisation et on travaille sur le sujet maintes et maintes fois. Et je pense que la CFDT, au travers de son secrétaire général, on peut pas une seule fois mettre en doute notre parole sur le sujet, mais c'est pas évident. C'est un sujet qui est quand même très compliqué et on sera pas seul à résoudre le problème. Et je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'écologie. En effet, et je ne peux que vous inviter à lire le dernier ouvrage de notre actuel secrétaire général, mais qui le dit très clairement. La crise démocratique, sociale et écologique, elle est devant nous, on va se la prendre dedans et en 2027, si on continue tous collectivement, on sait ce qui risque d'arriver. Et on sera plus à se dire malheureusement qu'est-ce qu'on fait. C'est comment on combattra dans notre chair, je n'en doute pas une seconde, contre le Front National ou Rassemblement National comme elle veut s'appeler. Parce que d'ailleurs, de faire croire que les électeurs sont des fascistes, c'est reprendre le discours de Jordan Bardella quand il nous dit à nous, CFDT, on est le premier parti des travailleurs français, contrairement à la CFDT qui se dit la première organisation syndicale de France. Donc faut faire attention avec la sémantique et combattre tout ça. Mais je crois que malheureusement on n'aura pas la solution ce soir. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se poser et de faire le constat et de montrer en effet, comme l'a fait Michel, l'historique de l'histoire du syndicalisme français. Merci pour votre intervention. Alors moi, je retiens qu'il y a deux questions qui ont été posées donc à nos intervenants, celle de monsieur sur les conflits sociaux, celle de madame plus sur la crise écologique. Michel, est-ce que tu veux répondre sur ces deux thèmes à ces deux personnes, puis ensuite on passera la parole à nos invités allemands. Sur les conflits sociaux, le FN effectivement essaye de surfer sur toutes les crises. Et donc on a bien vu ce qui s'est passé sur la contestation de la réforme des retraites. Le FN a été considéré comme persona non grata dans les manifestations. Donc, il a été écarté, exclu des manifestations syndicales qui ont eu lieu, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour répondre à Monsieur Martin Chauffier, je dis effectivement, jamais pensé que que les adhérents des syndicats étaient globalement favorables au Front National. Si on monte dans les étages, on parle, il y a les sympathisants avec les sondages qui ont été établis dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a les adhérents, il y a les militants.
effectivement, plus on monte, moins on rencontre de militants, de sympathisants du Front National. Sauf que, aujourd'hui, le Rassemblement National, une nouvelle appellation du Front National, a 89 députés à l'Assemblée nationale. 89 députés à l'Assemblée. Oui, ben oui. C'est ça le constat qu'il faut faire. 89 députés, combien en 2027? Combien en 2027? Et que par ailleurs, ce que l'on constate, en tout cas, ce qui est un fait indéniable, c'est qu'il y a une progression de ce vote syndical, on va dire pour globalement ce vote syndical en faveur du Front National, parce que il voit pas pourquoi il n'essaierait pas et il voit pas pourquoi le Front National n'apporterait que de mauvaises réponses. Et donc effectivement, les formations qui sont engagées par les organisations syndicales, je pense notamment à la formation qui est engagée par la CGT, qui utilise effectivement un module de lutte contre l'extrême droite et qui fait des journées de formation spécifiques sur le sujet, et qui est très bien, très armé. Je veux dire qu'il y a des modules qui sont organisés sur 4 jours depuis 2022 dans le centre de formation de la CGT. Et l'idée, c'est de démasquer le programme du Front National, de montrer effectivement que ce sont des impostures. Quand il parle du pouvoir d'achat, quand il parle des inégalités sociales, ce sont des impostures. Donc il faut démasquer, il faut faire de la pédagogie et encore de la pédagogie. Et donc ces formations sont très bien faites. Moi, j'en ai longuement discuté avec eux. Il y a également un film qui a été réalisé par l'Institut d'histoire sociale de la CGT, qui est utilisé également par la FSU et par Solidaire, qui s'appelle « Aujourd'hui comme hier, combattre l'extrême droite », un film de 11 minutes, qui est là aussi très pédagogique, et qui montre qu'effectivement, il faut combattre, alors il faut cogner, dites-vous, cogner, bon, on va pas transformer les syndicats en black bloc non plus, mais il faut effectivement utiliser un argumentaire sérieux dans tous les syndicats, qui par ailleurs, j'y suis, mais on ne va pas rouvrir le débat là-dessus, je ne crois pas qu'on puisse dire que les syndicats français sont des syndicats de service. Enfin, ça, c'est un autre débat. Un petit mot sur l'écologie ou je passe la parole à mes voisins? Non, passe la parole à tes voisins. Non, Très bien. Alors, donc, vous avez entendu effectivement qu'il y avait une réponse qui était apportée par Michel, notamment à la question de monsieur sur la réforme des retraites et le mouvement social. Alors, peut-être que je peux vous adresser la question qu'a posée madame sur tout ce qui est crise écologique. Donc, est-ce que l'un de vous deux souhaite répondre? Also das sind natürlich Eh bien, ce sont des questions extrêmement complexes, évidemment, et ce n'est pas forcément mon rôle en tant que chercheuse de donner des réponses politiques, mais je peux vous donner des exemples que nous avons rencontrés dans nos travaux de recherche, des coopérations entre des mouvements sociaux et les syndicats, notamment sur les enjeux écologiques. En Allemagne, il y a par exemple le syndicat Verdi et le mouvement Fridays for Future qui ont mené une campagne ensemble qui porte le titre de Wir fahren zusammen, nous roulons ensemble pour favoriser le développement des transports en commun. Et on peut voir, grâce à cet exemple, que même s'il y a de nombreuses différences dans les structures et les missions de ces deux organisations, de ces deux mouvements, qu'il y avait des intérêts communs parce que les syndicats, bien sûr, pour les travailleurs qu'ils représentent, sont en faveur du développement des infrastructures des transports en commun et de l'autre côté, évidemment, les écologistes souhaitent réduire les émissions de CO2 et donc les deux luttes peuvent se rejoindre et il y a eu une convergence des intérêts. Mais bien sûr, il y a aussi nombre de différences, ne serait-ce que dans les objectifs et dans les stratégies que se fixent les syndicats d'une part et les militants écologistes de l'autre. Mais lorsque les deux arrivent à croiser leurs objectifs, il y a tout à fait des résultats très fructueux. Les militants Fridays for Future ont par exemple, aussi soutenu les piquets de grève des conducteurs de bus et de trams pour lutter pour de meilleures conditions et pour le développement de l'offre. Donc, on peut voir qu'il peut y avoir un soutien de part et d'autre dans ce contexte-là. Je peux aussi vous donner un autre exemple de mes propres recherche dans les luttes pour de meilleures conditions de travail, notamment pour un revenu minimum.
Il y a eu une lutte sociale vraiment très forte dans un site pour créer une représentation syndicale. Il y a eu des manifestations de soutien de la part de la société civile et des différents partis démocratiques, l'AFD aussi, mais heureusement, ils ont été exclus. Et ils sont venus pour soutenir cette lutte industrielle de manière financière, mais aussi en relayant dans les médias cette lutte-là dans des cercles universitaires ou dans l'administration publique. Donc, ce sont des leviers assez concrets qu'on peut actionner pour soutenir les actions des uns et des autres et où on peut voir des convergences entre les mouvements sociaux et l'action syndicale. Mais bien sûr, il y a des différences dans les intérêts et dans les objectifs qu'il ne faut pas minimiser. Je souhaiterais, pour ma part, faire 3 remarques très brèves. Première remarque, la question de la démocratie, de l'écologie et les enjeux sociétaux doivent toujours être pensés ensemble. Et il faut ensuite créer des réseaux qui reflètent cette approche globale. Otto Brenner, qui est mort en 1972, et qui a lancé pour la première fois une conférence sur la qualité de la vie et donc au sein de la Ruhr, qui est très industrialisée, eh bien, avait lancé cette thématique-là globale et d'approche écologiste. Et entre les années 1990 et entre 1990 et 2010, en 25 ans, dans la région de Düsseldorf, plus de 25 000 emplois ont été supprimés. Et il n'y a pas eu seulement des milieux de gauche écologistes qui nous ont aidés, mais bien d'autres mouvements encore. Et c'est très important de se soutenir les uns les autres. Deuxième remarque. Ma collègue l'a mentionné tout à l'heure. Les électeurs des partis d'extrême droite ne devraient effectivement pas être stigmatisés. Cela a été dit dans le public. Il faut vraiment tout faire pour les convaincre avec de bons arguments et avec de bonnes pratiques. Et d'autant plus en leur montrant que de l'autre côté, il n'y a que des discours de haine. Et je pense qu'il est essentiel aussi de ne pas se concentrer uniquement sur les syndicats. Je viens d'un syndicat extrêmement fort, mais je sais que l'IG Metall n'est pas omnipotente, même dans son propre secteur et encore moins dans la société. Il faut aussi s'appuyer sur la société civile et les organisations politiques. Et c'est peut-être la question la plus importante dans la lutte contre l'extrême droite. Il faut que les partis de gauche et les autres partis progressistes se demandent pourquoi aujourd'hui ils parviennent à rassembler moins de gens, à moins représenter les intérêts des travailleurs pauvres. Dans l'Est de l'Allemagne, on l'a dit, l'AfD a le même rang qu'aimerait avoir le SPD et la CDU. Ils rassemblent beaucoup plus de voix que ces grands partis traditionnels. Il faut se demander pourquoi. Et dernière remarque, ce qui rend un syndicat fort, c'est d'avoir le plus grand nombre d'adhérents. Et un parti ne peut être fort que s'il a beaucoup d'électeurs. Donc, il ne faut pas abandonner ses électeurs. Et très souvent, on les prend un peu de haut, on les exclut, ils font sourire, entre guillemets, et c'est pour cela qu'ils ne votent plus pour les partis sociaux-démocrates, progressistes. On ne peut pas les abandonner, on ne peut pas mettre les électeurs et les représentants d'extrême droite dans le même pot. Merci pour votre réponse. Alors, l'heure tourne, il est quasiment 20h30. Est-ce qu'il y a une
petite dernière question pour ne plus partir complètement frustré. Bah voilà. Allez, vous aurez la dernière question, monsieur. Et ensuite, on stoppera les échanges. Pardon. Si vous pouviez vous présenter. Bien, Martial Garcia, je suis de la Confédération CFDT. Alors, je voudrais finir sur peut-être une tonalité optimiste, puisqu'il a été évoqué les effets de démobilisation. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, et ça c'est indéniable puisque ça a été pointé par l'ensemble des organisations syndicales, ça a redonné confiance aux travailleurs dans la capacité des organisations à porter la parole des personnes. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est notre rôle premier. Et dans le combat qu'on a contre l'extrême droite, il y a une très belle photo derrière vous, dans le combat qu'on a mené sur la lutte contre les populismes, contre les nationalismes. C'est aussi de la porter dans des lieux qui donnent du sens. Et plus le syndicalisme sera uni et fort et important en nombre, et plus on pourra mener et obtenir des combats qui dépasseront les territoires de chacun de nos pays. Et je crois que la question, elle est multiforme. Combattre le Front National, combattre les radicalités dans nos pays, que ça soit en Allemagne ou en France, c'est aussi obtenir des choses pour les travailleurs dans lesquels ils se reconnaissent dans les syndicats. Et je crois que c'est quand même notre fonction première. Très bien, bah écoutez, c'est sur ces paroles, merci à vous, que nous allons clore cet échange. Merci à tous, merci aux 3 intervenants et merci à vous. Et je ne serais pas honnête si je ne remerciais pas aussi les 2 traductrices qui ont fait un travail absolument remarquable. Donc, il y a Gabriela Vennemer et Carmen Lemoigne. Merci à vous 2 et bonne soirée à tout le monde.